Allez, voici la bande AGM avec gtmag.fr et Maxi Anti, de retour dans le tout nouveau restaurant L'Arrobase du Casino Batelière Plaza, entièrement redécoré, totalement métamorphosé. Il faut venir le voir pour le croire. Eh bien, ça vous apporte des dîners-spectacles encore plus musicaux et encore plus délicieux à découvrir. Nous sommes très heureux de réaliser l'enregistrement de nos émissions dans ce lieu magique où presque tous les soirs, un dîner-spectacle vous attend. Alors, eh bien, n'attendez plus, justement. Venez nous rejoindre ici à Batelière, un mardi sur deux, pour participer à notre émission en live, devant un plat, comme tous les mardis soirs, un plat de pasta à volonté, concocté par le chef Alain Trénois, chef belge. Merci à toute l'équipe donc de l'Arrobase de nous recevoir ce soir, serveuses et serveurs. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'Arrobase. Vous êtes dans l'émission Les Experts Automoto sur Maxi Anti, en simultané vidéo, sur gtmag.fr. On peut s'applaudir, s'il vous plaît, bien fort. Merci à vous et merci aux gens qui mangent avec nous, tout autour de nous, dans le restaurant, donc l'Arrobase, et qui écoutent cette émission avec vous. Ce soir, je vous propose de retrouver pour animer cette émission avec moi et Speedy Martinique, le Crédit Mutuel Anti-Guyane et l'Arrobase, Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, Nicolas Aron, Vanille Lemouliec, Éric Rouget. Bonsoir. On n'oublie pas donc Yona Namrit et Éléonore Théodos qui viendra donc semaine prochaine, ainsi que Jimmy Temer, dont c'est le retour dans une 8aine de jours. C'est cool. Avec sa chronique Mecha Strip, et bien sûr, c'est le retour, là tout de suite, immédiatement, de DJ JM, JM de la bande AGM, on peut l'applaudir bien fort. Venez à mes soirées musicales, vous allez vous régaler, vous verrez. C'est pas, non, Lucas, c'est des bêtises, hein, faut pas m'écouter. Hein. Allez, ce soir, nous parlerons que d'auto et que de moto, c'est votre émission, vous l'avez plébiscité, allez de retour, après les travaux de l'Arrobase. Nous recevrons dans cette émission, grâce à JM justement, Lucas Niedu, chargé de mission auprès de l'AVER. L'AVER qui nous dit qu'une économie durable et verte, c'est possible en Martinique. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Bon, tu nous diras pourquoi tout à l'heure, sûrement. Et puis, eh bien, nous sommes contents donc de parler de sujets divers, qui seront d'ailleurs plus ou moins liés. Andrea Tufano nous parlera de licenciements massifs chez Volkswagen en Allemagne. Bon, alors je ne suis pas sûr que ça soit vraiment lié, mais enfin, voilà, il y a des soucis en Allemagne en tout cas. C'est bien de savoir un petit peu le contexte économique et social aussi du secteur automobile à l'extérieur. Bon. Alors, une chose très intéressante qui va intéresser Lucas, j'en suis sûr, c'est la question que va nous poser Vanny. Est-ce que la voiture électrique pollue plus qu'une voiture thermique ? Parce que beaucoup de nos lecteurs se posent la question, ils nous posent la question. Ce soir, on va leur répondre grâce à toi et à Vanny qui aura quelques réponses aussi à nous donner. Éric Rouget nous fera découvrir que les ventes de motos sont en hausse depuis quelques trimestres en Europe. En hausse en Europe, ouais. Et en baisse en France. Et en baisse en France. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui se passe véritablement. En tout cas, c'est pas la voiture électrique qui rehausse le marché. La moto électrique. Malheureusement, comme on le sait, Energica a coulé. Ouais, donc c'est une des meilleures marques. On avait essayé d'ailleurs pour GTMag. Hein. Ouais. Et les autres marques électriques sont à la traîne un petit peu. C'est compliqué ce marché-là, le marché de la moto électrique, c'est compliqué. On comprend un peu pourquoi, on va y revenir, mais c'est vrai que la moto, c'est quand même un usage très très personnel et il faut un ensemble de données pour prendre vraiment du plaisir. Et le bruit fait partie. Tu t'y connais un tout petit peu, donc voilà. Ensuite, eh bien, moi, j'aurai le plaisir de vous parler des nouveaux malus auto 2025. Donc là, on est quand même un peu dans ta catégorie, mais c'est vrai que maintenant le gouvernement l'a annoncé, donc on sait exactement où on va, et on sait que 2025 va être un petit peu difficile à supporter quand même pour les automobilistes qui n'auraient pas encore peut-être réalisé leur transition énergétique.
ou qui vont maintenant la faire, et en fonction du modèle qu'ils vont choisir, ils risquent d'être taxés d'une manière un peu différente et un peu plus... Oui, c'est ça. Il y a des modèles qui vont être beaucoup plus taxés que d'autres, et Oui. donc notamment par rapport au poids, à la grandeur des véhicules et Oui. surtout par rapport au taux d'émission de CO2. Voilà, c'est ça. Tout est là, hein, finalement. Hein. Ouais. En fait, tu as résumé en peu de mots quel est tout le programme finalement de l'AVER, quelque part, et peut-être de l'ADEME de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on veut concrètement aujourd'hui, cette mobilité durable que vous promettez, qui est possible en Martinique en particulier, dans les régions, donc, hein, mais en Europe et à l'international. En fait, l'idée, c'est que de plus en plus, les véhicules s'agrandissent, donc ils sont Oui. de plus en plus grands, plus gros, plus lourds. Donc c'est également le cas pour les véhicules électriques. Donc c'est le poids des batteries qui fait principalement le poids des véhicules, Ouais. qui fait que ce sont des véhicules lourds et donc ils demandent plus d'énergie pour être déplacés. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on s'oriente vers des véhicules plus petits, donc que ce soit pour les thermiques ou pour les électriques. Comme ça, on va limiter en fait l'énergie disponible pour se déplacer. D'accord. Alors, dit comme ça sur le papier, ça paraît plutôt simple finalement. Il suffit que les constructeurs réduisent le poids des voitures malgré le poids des batteries, que les constructeurs de batteries réduisent le poids des batteries, mais ça c'est une question de technologie, puisque pour l'instant on n'a pas encore peut-être la technologie suffisante pour pouvoir réduire réellement de façon significative le poids de la batterie. Mais est-ce que à l'échelon international, national, et quand on voit un petit peu le résultat du secteur automobile, est-ce que finalement, est-ce qu'on est bien dans la bonne direction? C'est la question qu'on a envie de poser à l'AVER. Pas vraiment, parce qu'on se rend compte qu'en fait les constructeurs forcément s'adaptent à la demande. Oui. Et que la demande continue d'aller vers des véhicules qui sont de grande taille, de type SUV. Donc, Et on sait pourquoi ça ou pas? Est-ce que l'AVER a fait des études là-dessus ou... on n'a pas fait d'études précises, mais en fait c'est des attitudes de consommateurs qui sont étudiées pour le coup. Oui. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les véhicules les plus plébiscités sont les véhicules de grande taille. Même D'accord. en ville, là où pour le coup l'intérêt n'est pas réel. Donc nous on essaie d'orienter les consommateurs à changer d'attitude par rapport à la mobilité, donc de s'orienter vers des véhicules plus petits, surtout quand ils n'ont pas la nécessité d'avoir des véhicules de grande taille, donc c'est-à-dire familles nombreuses ou des personnes qui doivent se déplacer sur des territoires on va dire accidentés. Alors, avant de laisser la parole à Nicolas, je voudrais qu'on comprenne quel est le rôle réel de l'AVER en fait. Hein. Quel est le rôle de l'AVER en termes de pratique sur le terrain? Donc, quelle est l'action que vous avez auprès des différents acteurs qui pourraient potentiellement aller sur une réduction de CO2 finalement? C'est ça. Et de NOx? Alors en fait, les principales actions, c'est tout d'abord de mettre les acteurs autour de la table, parce qu'ils ont tous des projets, mais ces projets ne sont pas en commun. Alors, qui sont ces acteurs concrètement? Alors les acteurs, il y a principalement les énergéticiens, donc le SMEM, EDF. Il y a également la collectivité de Martinique donc, qui pilote l'association. Oui. On a la Chambre de commerce, l'ADEAL, Contact Entreprise et Martinique Transport. Qui sont en même temps les fondateurs de l'AVER. Qui sont les membres et certains les fondateurs de l'AVER. D'accord. Donc en fait, c'est toutes ces structures-là, publiques et privées, qui ont décidé de se mettre autour de la table et de travailler ensemble pour qu'on ait, par exemple, un déploiement des bornes en Martinique qui soit régulé et pensé, pas seulement par une autorité, mais par toutes ensemble. Alors l'objectif, Nicolas, je vais te laisser la parole, ne t'inquiète pas, l'objectif c'est vraiment d'atteindre justement les objectifs de 2030 et 2035. Est-ce qu'on peut les redéfinir, 2030-2035? Alors donc déjà, c'est l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035. Donc on a cette interdiction qui va arriver, donc il faut s'y préparer. Et ensuite, les grands objectifs, c'est autonomie énergétique et mix énergétique 100% durable. D'accord. Donc ça veut dire l'autonomie énergétique pour la Martinique. Là, on parle de la Martinique, hein, on n'est plus à l'international. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit à peu près 25% d'énergie renouvelable, on va dire. Et l'objectif de 2030, c'est 50%. Oui. Est-ce que franchement, c'est raisonnable de penser qu'en 2030, c'est dans 6 ans, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'on va tenir nos objectifs à 2030, c'est-à-dire 50% d'énergie produite par les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques? Donc je ne sais pas si c'est raisonnable, mais je pense que pour arriver à des bons résultats, en fait, il faut se fixer des objectifs contraignants. Donc forcément, les objectifs sont hauts. Après, les moyens sont quand même mis en œuvre pour essayer d'y arriver, notamment par la multiplication des centrales photovoltaïques. Oui. Ensuite, il y a le gros sujet de l'énergie éolienne également, ou l'eau marine, donc toutes ces différentes énergies renouvelables qui vont faire qu'on va aller vers un mix vraiment efficace. Nicolas, tu voulais parler? Oui, revenir sur cette histoire de taille de véhicule.
on constate qu'effectivement, pour répondre à la demande, les constructeurs conçoivent des véhicules de plus en plus gros. Mais moi, je me pose la question, mais pourquoi ? Autant en Europe, je comprends que pour des besoins de transport plus ou moins longs, on a besoin d'être à l'aise, etc. Autant dans un contexte insulaire comme celui de la Martinique, j'ai plus de mal. Alors, est-ce que c'est lié à un sentiment de sécurité ou à autre chose ? J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs sentiments. Il y a le sentiment de sécurité, il y a également le fait que ce soit plus pratique pour des personnes qui ont peut-être des familles. Et il y a aussi, je pense aussi, le côté luxueux et l'aspect en fait social du fait d'avoir une voiture de grande taille qui socialement en fait va vous mettre en avant et montrer que vous avez les moyens d'acheter ce type de véhicule. Après, ça peut être des familles aussi, non ? Ça peut être des familles, ça peut être des. Ah oui, il tout peut y à avoir fait, une. oui. Alors, il y a un problème de sécurité aussi, parce qu'on voit que beaucoup de. Bon, nous, on fait des essais automobiles avec GTMag.fr. On a un gros contact avec le consommateur, on va dire, de véhicules. Et souvent, la conduite haute, la conduite sécurisée, les problèmes en cas de choc, parce que j'ai 3 enfants derrière, Ouais. je me sens plus sécurisé. Bon, c'est aussi un phénomène social, en fait, j'ai envie de dire, le SUV, en dehors Oui. du fait qu'il soit beau, agréable. Est-ce que ça, c'est Je pense que c'est des éléments à prendre en compte et À que prendre en compte, effectivement, ce sont des véhicules agréables. Après, il y a aussi des avantages à avoir des véhicules plus petits, notamment quand on fait de l'urbain et qu'on doit se garer, etc. Donc il y a des avantages à ces véhicules-là également. D'accord. Il faut faire changer les mentalités, en gros. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Après, on ne peut pas contraindre le consommateur. Donc je pense que c'est aussi à lui de s'informer et de faire des choix qui vont justement orienter les constructeurs à évoluer. Mais est-ce que cette pression finalement, cette pression qui est portée sur le consommateur, alors on voit que c'est une pression intellectuelle au départ, c'est une pression liée donc au phénomène de la planète qu'aujourd'hui il est difficile de ne pas reconnaître. Alors je sais qu'il y a certains grands présidents qui viennent d'être élus qui s'en foutent un peu royalement, mais en attendant on voit bien les effets chaque période d'été ou d'hiver, d'automne même, les effets sur la planète du réchauffement climatique. Est-ce que c'est pas cette pression qu'on met sur les constructeurs, sur les consommateurs, est-ce que finalement c'est pas ce qui provoque aujourd'hui une sorte d'effondrement du marché ? Est-ce que vous avez conscience que ça a un impact quand même social et économique véritablement ? Il y aurait des concessionnaires là à cette table, ils vous diraient mais moi comment je fais si on me vend pas, on n'achète pas mes voitures électriques, je fais comment ? Tout à fait. Mais moi, déjà, je considère que la mobilité, c'est une science sociale. Souvent, on le prend sous l'angle de l'économie ou de la technique, mais le fait de pouvoir se déplacer, c'est foncièrement une science sociale. Donc, il y a toute une économie qui est centrée autour des énergies fossiles. Donc, il y aura un gros travail d'accompagnement à faire auprès des entreprises et auprès de toutes les personnes qui vont devoir évoluer vers la mobilité. Et vous faites ce travail d'ailleurs, l'AVER, parce que vous avez un travail de formation auprès C'est ça, justement on a des un travail de entreprises. formation donc auprès des élus, acteurs locaux, des professionnels de l'immobilier et des étudiants, parce que typiquement on va vers les étudiants qui sont en mécanique, on ne va pas les orienter vers des véhicules thermiques pour que dans 20 ans ils soient au casse-pied. Donc il faut qu'ils prennent en compte cette mutation des véhicules pour qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Nicolas ? Je m'en veux un peu en nous entendant débattre de ce sujet-là, parce que finalement, depuis des dizaines d'années, on parle de plus d'automobile en tant que plaisir, en fait. Donc, mobilité, plaisir, mais finalement, il faudrait complètement changer nos mœurs en parlant de mobilité utile. À mon avis, c'est pas gagné. Il faudrait dévoituriser pour bien faire. C'est ça l'idée, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en lisant à travers vos sites internet en particulier, même vos documents, l'AVER ou l'ADEME, etc., l'idée finalement c'est de nous amener sur cette voiture plus petite, donc moins lourde évidemment, cette voiture qui consomme donc plutôt de l'électricité, même parce que pour l'instant il n'y a pas tellement d'alternatives, et surtout qui devienne un véhicule qui soit plutôt partageable, donc plus un outil personnel de loisir, de plaisir, de démonstration, mais un véhicule plutôt partageable, c'est ça finalement. Après le combat de l'association il est clair, pour nous chaque voiture en moins sur la route c'est un gain. Donc, vu les embouteillages, les problèmes posés par les embouteillages, la paralysie économique que ça entraîne, il faut privilégier les moyens de locomotion, donc le transport public, le covoiturage et tout type d'alternatives à la voiture. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ça reste très compliqué. Donc, quitte à aller vers des véhicules personnels, autant aller vers des véhicules propres. C'est un peu le message qu'on fait passer. Alors, donc tout ça, ça se concrétise quand même malgré tout aussi par des décisions politiques. Donc le malus écologique, bien sûr. Bon, ça concerne les véhicules qui émettent donc plus de 118 grammes au kilomètre de CO2.
On est d'accord? Selon les annonces donc, du gouvernement, le malus écologique va se déclencher à partir de 99 grammes de CO2 dès 2027. Donc il y a quand même un intermédiaire, parce que d'ici là, la taxe sera progressivement, va durcir progressivement avec un seuil abaissé à 113 kg de CO2 en 2025, puis 106 grammes en 2026, pour arriver donc à ces fameux 99 grammes en 2027. Donc ça bouleverse considérablement le marché d'ailleurs de la voiture, même électrique à quelque part, puisque il faudra vraiment rester sur des seuils très très bas. Je voulais dire de la voiture hybride, sur des seuils qui sont vraiment très très bas. Pour le pas coup, la voiture électrique. là on est face à des vraies contraintes. Donc Oui. là on laisse plus le choix au consommateur, c'est-à-dire que à part avec des moyens puissants, s'il souhaite beaucoup polluer, il va falloir qu'il paye beaucoup. Là, on le voit parce que parallèlement, donc, pour cibler spécifiquement les véhicules donc, les plus émetteurs, donc, le montant de la taxe sera renforcé de 10 000 euros par an pour atteindre 90 000 euros en 2027. Sur ces véhicules très 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 consommateurs. Je ne sais pas si vous avez on ne va pas citer de marque, allez on en cite, peu importe, une Lamborghini, comme ça il n'y en a pas en Martinique, une Lamborghini de 970 chevaux, très connue, ben, vous allez payer 90 000 euros d'entrée de jeu, donc le prix de 2 petites voitures électriques ou d'une grosse voiture, d'un gros SUV hybride. Après pour le coup les Lamborghini, bon, c'est un bon exemple en termes d'émissions, Oui. mais je pense qu'en général ceux qui ont les moyens d'acheter une Lamborghini, ils ont les moyens de payer le malus. Donc c'est pas ceux qui sont ciblés. Ça C'est va une être plus problématique sur- en fait. Si on a des moyens, on peut polluer. Exactement. Après, on va cibler quand même un minimum de personnes. Donc, Oui. on va cibler plus, pour le coup, des véhicules, on va dire plus moyenne gamme ou bas de gamme, mais qui sont très polluants. Où là, les personnes, pour le coup, n'auront pas le choix de s'orienter vers d'autres véhicules. Alors une autre nouveauté en 2025, sur le budget de 2025, ça concerne le malus au poids, bien sûr, puisque les véhicules hybrides rechargeables jusqu'ici épargnés par le malus, bah là, elles seront taxées à leur tour. Ils vont bénéficier quand même d'un abattement de 20%, donc en fonction de d'un abattement de 200 kg, pardon, en fonction de leur utilité, on va dire. Et les véhicules électriques continueront d'y échapper quand même malgré tout. Oui, Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Ça serait quand même une antinomie. Voilà. ça serait pas logique. Voilà. Ce serait pas la première fois qu'il y a un truc pas logique, mais bon, pour le coup, c'est pas encore le cas. Ouais, donc en fait, bon, bah voilà, donc on sait que maintenant l'abattement pour les véhicules va être compliqué donc à obtenir, et le poids sera abaissé pour la première taxe à 1500 kg, donc 1,5 tonne au lieu d'1,6 tonne, donc dès 2026. Donc ça veut dire qu'on va bien dans ce qu'on vient de dire un instant, c'est-à-dire réduire les voitures, enfin réduire le poids des voitures, la grosseur des voitures, etc. On va voir justement, si tu es d'accord, Lucas, si la voiture électrique est plus polluante que la voiture thermique. Bah déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez dans un premier Il temps? faut vraiment que tu parles près de ton micro, Oui. parce que tu as vu, on a un petit problème avec le micro. Ben, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Lucas déjà, Alors, c'est une question qui nous est fréquemment posée, notamment dans la formation avec les élus. et je pense que tu dois avoir la réponse, normalement. Voilà. Souvent, ils nous prennent le schéma en fait qui différencie le véhicule thermique et le véhicule électrique à la construction. Oui. Donc, effectivement, à la construction, le véhicule électrique entraîne un taux de CO2 plus important. Après, il y a un gros rattrapage qui se fait lors de l'utilisation. Oui. De toute façon, Manu va nous en parler. Nico, Alors, c'était Lucas qui parlait de le chargé de mission à la verre, bien sûr. Hein. Nicolas. Nicolas, 100% d'accord. chargé avec de mission Lucas. pour les experts automoto. Vas-y. Oui, je pense que Lucas a tout dit. Effectivement, il faut dissocier le moment où on parle de cette pollution à la construction ou à l'utilisation. Donc à l'utilisation, ça sera l'électrique qui polluera le moins, mais à la construction, par contre, ça pollue beaucoup. Eric, t'es d'accord? À quel moment et au bout de combien de temps surtout, voilà. Au bout Ouais. de combien de temps la voiture électrique polluera moins Ça que- devient. C'est là où Moi, il y a la des voie chiffres, il y a des bascule, chiffres, voilà. hein, c'est connu. Ok, Andrea. Andrea. Et justement, en fait, on peut être que d'accord tous les uns avec les autres sur le fait qu'il faudrait avoir un échéancier et avoir un rétro-planning un petit peu de bon, d'accord, à la construction, la voiture électrique pollue bien plus. Elle va être bénéfique pour la suite sur du long terme, mais à partir de quand? Sachant qu'il y a énormément aussi d'incidents techniques sur les voitures électriques qui nécessitent un remplacement de batterie sous les 3 ans qui peuvent suivre potentiellement la voiture. Donc au final, est-ce qu'on rentre dans cette logique de rentabilité écologique?
Ouais, enfin bon, je suis pas tout à fait d'accord en disant on change les batteries tous les 3 ans. Non, quand même, ça arrive, mais c'est pas toutes les voitures électriques. Oui, mais justement, il les voitures électriques, les moteurs électriques sont garantis, enfin les batteries sont garanties 8 ans en moyenne. Donc déjà 8 ans, ta voiture, si tu changes de moteur, c'est juste pour dire. Hein. Ah non, mais bien sûr, donc, mais je veux dire, on a vu aussi le côté inflammable des voitures électriques. C'est pas pour rien aussi qu'il y a énormément de difficultés à transporter maintenant en cargo justement les véhicules électriques. Il y a énormément de normes parce qu'il faut un conteneur réfrigéré, etc. Donc au final, est-ce que toutes ces conséquences de sécurité, je ne dis pas forcément que ça arrive, mais toutes ces conditions de sécurité ne seraient pas au final un gros point noir sur le côté écologique que peut engendrer les véhicules électriques. Oui, tout à fait. On va y revenir de toute façon. Précisons juste qu'on parle là de véhicules neufs, hein. On ne parle pas de véhicules d'occasion. Ah, bien sûr. Oui, on est bien d'accord. Bon, si ça vous dit, je vous donne la réponse détaillée après la pause. Allez, on fait la petite pause pub et on donne la réponse dans 3 minutes. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve GM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Eh bien, merci d'applaudir bien fort ces chroniqueuses et ces chroniqueurs. Eh oui, Eleonore Théodos qui sera la semaine prochaine, Daniel Lemouillec, Andrea Tufano, Nicolas Aron, Eric Couget. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Lucas Niédu, chargé de mission à la Verre. Exactement, et merci à nos partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, et merci à gtmac.fr et également à l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Et oui, l'arrobase où les gens sont autour de nous et dînent ce soir. Ils ont le choix avec pas mal de plats de pâtes, pâtes à la sauce tomate, pâtes bolognaise, pâtes carbonara, si. Et voilà, enfin toutes les pâtes que vous voulez, vous les avez les mardis soirs, tous les mardis soirs, même quand on n'est pas là. Donc c'est bien quand même. Comme je le disais, on est avec Lucas Niédu, chargé de mission, donc bien sûr à la Verre. Et la Verre qui propose une mobilité durable et verte et qui assure que c'est possible. Et c'est possible. Donc la mobilité durable, il existe d'ailleurs plusieurs leviers dans le développement des véhicules à faible émission, on le verra avec lui dans un moment. Mais là, on était en train de se poser la question de savoir si la voiture électrique polluait plus, parce qu'on entend dire ça souvent les gens, ici. Complètement. J'ai hâte ailleurs, d'écouter d'ailleurs. Vanille. Mais ce qui est important sur un véhicule, c'est quand même l'ensemble de son cycle de vie. Voilà. Sa fabrication, C'est là la différence. c'est une petite partie. Bien sûr. En effet, si on tient en compte uniquement la fabrication du véhicule électrique, il est plus polluant parce que, donc, avec des chiffres vraiment, donc, il y a 6 tonnes d'émissions de CO2 pour la fabrication d'un véhicule thermique, contre 5 tonnes pour la fabrication de son équivalent électrique, sauf que, en plus de ça, il faut rajouter 5 tonnes pour la batterie. Donc là, en effet, on dépasse. Mais sur le cycle de vie de la voiture, une fois qu'elle commence à rouler, eh bien là, il n'y a pas photo. Là, c'est très vite rattrapé, parce que, justement, sur une durée moyenne de vie, alors, j'ai pas les années exactes, mais un véhicule thermique va émettre entre 30 et 40 tonnes de CO2, contre uniquement 2 à 3 dans le cycle de vie d'une voiture électrique. C'est clair que le ratio, il est rapidement fait. Est-ce qu'on tient compte du mode de production de l'électricité dans ce... Oui, on tient compte de tout là. C'est l'ensemble de la durée de vie du véhicule, de la première pièce posée jusqu'à la casse. La batterie traitée compris. Donc si on fait... Le parallèle des deux, c'est toujours le véhicule électrique qui s'en sort le mieux et qui consomme le moins. Donc on n'a pas tout à fait tort d'aller sur le véhicule électrique. Et si on fait le ratio au final, une fois qu'on a pris en compte et la fabrication et la durée de vie du véhicule sur la route, eh bien en fait on est gagnant avec 65% d'émissions de CO2 en moins sur un véhicule électrique. Sachant qu'il y a de fortes chances aussi qu'avec les améliorations et
les évolutions Tout à technologiques, fait. dans quelques années, on trouvera peut-être des alternatives moins polluantes à la construction, même de la batterie et autres. Tout à fait. On est Ça, c'est à d'accord voir, là-dessus? mais- Ah, mais on Donc est la totalement conclusion, d'accord. c'est quoi? C'est que finalement, le véhicule électrique, stop, faut arrêter de dire que le thermique pollue Complètement. moins, ou etc. C'est-à-dire que c'est très ponctuel Lucas. le moment où elle pollue plus. C'est Voilà, très c'est ponctuel. très ponctuel. Donc à terme, sur le cycle de vie total, c'est le véhicule électrique qui est bon pour la planète finalement. Voilà. Moins pire pour la planète. Moins pire. En revanche, il y a une grosse différence suivant le territoire par rapport à la production d'énergie. Oui. C'est-à-dire que le véhicule électrique utilisé en Martinique va être bien plus polluant que le véhicule électrique utilisé en Hexagone. Oui. Là où le mix énergétique est beaucoup plus sur du nucléaire. Alors, la question qui est posée par tous les gens que je rencontre, qui me posent des questions, parce qu'encore une fois, je fais des essais d'automobile, oui, mais à quoi ça sert d'acheter un véhicule électrique en Martinique, puisque la centrale nucléaire, la centrale non. nucléaire, la centrale électrique, pardon, Pas vous voyez, que. parce que j'allais parler du nucléaire aussi tout à l'heure. La centrale électrique, fonctionne au diesel. Alors, est-ce qu'on a une réponse à ça quand même? Mais ça paraît un peu schizophrène, effectivement, de rouler à de l'électricité produite avec du carburant fossile. Oui. Néanmoins, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites donc, par le ministère de la Transition écologique Ouais. sur la différence entre l'utilisation d'un véhicule électrique en France et en Pologne, par exemple. En Pologne, Où ils sont voilà. sur un mix énergétique Mm. totalement carboné. Oui. Donc, pour le coup, on se rend compte que le véhicule électrique va être moins polluant de 30% D'accord. par rapport au véhicule thermique. Même en étant Mais- produit Même en par étant une produit électricité. avec du charbon. Voilà, Bah, le après, il charbon. faut penser aussi à la faune et la flore, directement à l'instant T aussi, les émissions de carburant, même si on sait qu'il y a le filtre à particules, etc., qu'il y a quand même des normes. Rien que pour une petite île avec une concentration énormissime de véhicules, rien que le fait de rouler en électrique, ça diminue aussi, ça améliore la qualité de l'air. Parce que derrière ça, et Andrea a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que derrière ça, il y a bien sûr la protection de la planète, mais il y a aussi tous les gens qui ont des maladies respiratoires, par exemple, des maladies spécifiques, sur une île en plus, où on est un peu plus assujetti, on va dire, à la pollution atmosphérique. On oublie, parfois quand on râle un peu, on oublie qu'il y a aussi des gens qui galèrent à cause des NOx, donc ces fameux... Bien sûr, plus la ces brume des fameuses sables émissions. On sait qui est quand quand il y même a la brume assez des sables. présente en Martinique. Si on arrivait à rendre une île 100% électrique ou au moins à 90%, je pense qu'on verrait directement les impacts. Mais juste avant, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a les chiffres ou pas. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été réalisée en projetant justement, par exemple, un pays entier ou une île entière 100% électrique, les statistiques qu'il pourrait y avoir en fait? Alors, il n'y a pas encore eu de projection sur du 100% électrique parce qu'en fait, les réseaux ne tiendraient pas. Okay. Donc, comme c'est pas réaliste, ils n'ont pas encore fait de projection pour cette transition-là. En fait, ils y vont au fur et à mesure. Okay. Nicolas? J'ai une question polémique. Oui, vas-y. on Est-ce prend. que le tuning est l'ennemi de l'écologie? Est-ce que, pardon, le tuning. le tuning. Ah bah, Bah, oui, j'ai tuning envie par de la te dire fabrication oui. déjà. Non, parce que si vous voyez la voiture de Nicolas, Ah non, Le- non, mais- Non mais Aïe, 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 le contrôle le technique. tuning, s'il n'était qu'esthétique, il serait déjà polluant par définition. Il est déjà polluant par définition. Mais en plus, dans le tuning, il y a des améliorations de motorisation. Donc voilà. Donc, Est-ce qu'on pourrait imaginer un tuning responsable demain eh ben, un tuning au 100% électrique déjà. Quand on modifie la ligne d'échappement, déjà, j'ai envie de dire, ça non. passe aussi par le filtre à particules, ça passe par beaucoup de choses. En général, c'est des véhicules qui ne passent plus au contrôle technique, donc forcément que les normes, elles y sont plus. Alors, je voudrais qu'on avance un peu. Je me retourne encore vers Lucas Niedu, chargé de mission, donc je le rappelle, à l'AVER. Alors, on a parlé des taxes, on a compris quelle était la mission de l'association l'AVER, c'est-à-dire d'amener vers une mobilité durable, on va dire, donc en passant par donc, des méthodes, ou enfin en tout cas des outils, qui sont les outils de la formation déjà, dans un premier temps, puis les outils réels sur le terrain, c'est-à-dire de passer sur des mobilités avec des véhicules plus propres. Oui, Hein, d'accord ? tout à fait. Après, je voulais revenir tout d'abord sur la qualité de l'air, Oui. parce que c'est notre principal argument. Oui, voilà. Effectivement, même si en termes d'émissions de CO2 à l'utilisation, il y a la centrale qui émet du CO2, au niveau de la qualité de l'air et donc la santé des personnes, l'impact n'est pas du tout négligeable. Bien sûr, Donc, forcément. on sait que, par exemple, autour de la rocade, on a certains polluants qui sont présents, plus présents que sur certains grands axes marseillais. Bien sûr. Donc, c'est pas le même nombre de voitures, c'est pas la même population. Donc, il faut vraiment qu'on prenne ça en compte. Il y a Tout à un fait. vrai facteur de santé publique et également sur l'environnement, les plantes, etc.
par rapport à ces émissions de CO2-là. Tout à fait. Alors, donc on a vu que en dehors de ces actions-là, il y avait l'État qui derrière assurait une politique donc allant vers la transition énergétique pour 2030-2035. Mais alors là, il y a un os. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que là, par contre, on décide subitement donc de réviser une nouvelle fois à la baisse les aides qu'on donnait aux automobilistes pour l'achat des véhicules. Donc, je rappelle que ces aides, elles ont déjà perdu 1 000 € en 2024 et on devrait à nouveau réviser donc à la baisse pour atteindre à peu près 3 000 € de moins en 2025. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'aurais qu'on comprenne. Alors en fait, c'est un système. La VER aurait dû s'opposer automatiquement à ça. Alors ils s'y sont opposés, je sais, sur le plan national. Enfin, ils étaient pour que ça continue. Bien sûr. Néanmoins, en fait, on a un système de compensation qui fait que c'est beaucoup aidé quand c'est cher et c'est moins aidé quand c'est moins cher. Là, on assiste en fait à une baisse des prix des véhicules globalement sur les véhicules électriques. Donc forcément, il y a une baisse des aides. Ceux qui y sont allés en premier ont été beaucoup aidés. Et ceux qui y iront après seront moins, voire plus du tout aidés. D'accord. Alors, on rappelle quand même que le ministre délégué au transport, donc François de Vauvray, avait confirmé le 11 octobre dernier qu'il serait renouvelé en 2025. Vous savez de quoi je parle? Je parle du leasing social. C'est important, même ça concerne que très peu de personnes finalement quand on dans le détail. Mais bon, c'est quand même un autre avantage, Lucas, peut-être, non? C'est un autre sujet polémique. C'est un autre sujet polémique qui n'a pas eu lieu en Martinique, oui. Alors qu'on connaît le contexte socio-économique. Donc, bien sûr. On s'est posé des questions à ce niveau-là. Oui. Vu à quel point ça a été une réussite dans l'Hexagone, je crois qu'il y avait 15 000 dossiers de prévus. Au final, il y en a eu 30 000 qui sont passés. Parce qu'en fait, l'intérêt est tellement important pour le consommateur que les gens y vont sans réfléchir, forcément. Alors, peut-être qu'on peut rajouter une information que nous, on a, gtmag.fr, c'est que finalement, les constructeurs automobiles se sont tournés vers les Chinois pour essayer de passer des accords pour obtenir des véhicules, pour pouvoir produire ou distribuer, ou les deux, des véhicules à bas coût, à bas prix. C'est le cas par exemple de Stellantis qui a passé un accord avec Leapmotor, et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Je te disais, tu disais que tu avais été en Italie, j'y suis allé aussi à Milan pour faire des essais de Leapmotor. Donc Leapmotor qui va être distribué par Peugeot Martinique d'ailleurs, qui va distribuer donc la T03, qui est une petite voiture, alors qui correspond parfaitement à la vision que peut se faire la VER d'un véhicule. Petite voiture qui peut transporter 4 personnes, totalement électrique, à 18 000 €. Aux alentours des 18 000 €. Bon, alors, si on rappelle les chiffres de la Martinique, 5% des consommateurs aujourd'hui ont investi, ont fait confiance à l'électrique. Ils sont d'ailleurs plutôt satisfaits. Oui. Ça veut dire que la vraie transition énergétique, celle de la grosse population restante, n'est pas encore faite, et que les concessionnaires aujourd'hui misent sur les constructeurs qui, eux, ont misé sur des voitures à bas prix. Donc c'est le cas de Leapmotor, c'est le cas de BYD pour Renault, par exemple, et d'autres. Oui. Tout à fait. Là, on est Est-ce que la compensation, elle n'est pas là? C'est-à-dire la baisse des prix, finalement, du véhicule. Parce que, alors, je m'excuse, je vais prendre un peu de temps juste pour raconter quelque chose de très important. C'est qu'il faut se rappeler qu'au départ, le véhicule électrique, il était fait pour être à bas coût. Il était fait pour être un véhicule moins cher que les véhicules thermiques. Et est arrivé 3 problèmes. Les composants, la crise de composants, ça a été une catastrophe donc, pour ce milieu-là dont il est impératif qu'elle puisse, qu'on puisse construire des véhicules sans composants. C'est impossible dans le véhicule électrique. La crise Covid, qui a duré 3 ans, ça a été un élément considérable qui a provoqué des soucis interminables finalement. 3 mois d'arrêt quasiment, ça a été catastrophique. Et puis le prix des batteries, puisque ça a augmenté littéralement le prix des batteries pendant cette période. Vas-y, tu voulais me dire quelque chose? Mais justement, est-ce que le problème que tu évoques là ne revient pas un petit peu au final au même problème que j'ai évoqué plus tôt, donc c'est-à-dire qu'à la construction et du coup à l'achat, le véhicule est plus onéreux, mais sur le long terme après, à la consommation au quotidien, eh bien, en fait, il y a des économies de fait. Oui, c'est d'accord. Non, mais là, on parle d'achat, prix d'achat. Il faut avoir la trésorerie. Est-ce que tu peux, jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, une voiture électrique, c'était entre 35 et 55 000 €, on va dire, pour les véhicules classiques. On parle même pas de haut de gamme. Donc, est-ce que tout le monde, je sais pas, quand tu roules en 206 thermique, que tu es, je sais pas moi, employé, que tu gagnes 1 300 € par mois, est-ce que tu peux faire une reconversion énergétique à 42 000 €? Jamais de la vie. D'accord, sauf que quand tu vois ton budget, moi j'ai calculé mon budget essence mensuel, eh bien je me demande si sur 5-10 ans, je ne serais pas gagnante à peut-être investir plus
Et du coup, c'est plus compliqué en effet d'avoir les fonds au départ. Mais sur 5-10 ans, est-ce que je serais pas gagnante mais si tu as la possibilité de remboursement, tu vas la faire ta transition énergétique. Mais si tu l'as pas, tu ne peux pas la faire. Oui, c'est ça, c'est le financement parce qu'il y a très peu de personnes qui achètent au comptant. Enfin, il y a très peu de personnes qui rentrent chez le concessionnaire et qui disent j'achète au comptant. Donc en fait, on sait qu'il faut avoir un financement, mais la personne qui n'a pas la possibilité d'avoir accès à son financement, même s'il reste persuadé qu'il sera gagnant sur l'achat d'un véhicule électrique, si la banque lui dit on vous suit pas, il ne peut pas. C'est là où on se rend compte qu'il y a de gros soucis. Lucas, il faut une réponse à ça avant Nicolas. Je rajoute juste un argument. Il y a de moins en moins de personnes qui achètent les véhicules. On n'est plus sur de la location. Mais même oui, pour on part sur les on va en parler aussi. La même LOA pour un leasing, il faut LDD. des conditions. Il faut monter un dossier, il faut être éligible, il faut pouvoir entrer dans les cases, il faut pouvoir avoir une garantie aussi de remboursement. Et il faut que ça se passe en Martinique. Il faut que ça soit possible aussi en Martinique. Lucas, il y a des le leasing, ça se passe. C'était le but du leasing social. C'était que on va dire la population la moins riche, qui a du mal à transitionner, soit aidée. Donc, d'où l'intérêt que ce dispositif-là soit surtout s'il est reconduit, développé en Martinique. Donc, pour le coup, on a conscience que c'est compliqué pour les personnes les moins aisées, donc de faire cette transition-là. Par contre, c'est vrai qu'en termes de coûts, pour les personnes qui roulent beaucoup, et ça j'appuie tout le temps dessus, il y a un rattrapage qui se fait. Oui, uniquement pour les personnes qui roulent beaucoup. Exactement. Puis il y a peut-être un second marché, c'est le marché de l'occasion de l'électrique que tout le monde attend avec impatience, qui commence à naître. Parce que ça aussi, ça va être peut-être il commence à naître, en Martinique, ça va doucement. Mmh. Dans l'Hexagone, il se porte plutôt pas trop mal. Ce qu'on préconise, nous, c'est que pour l'instant, c'est une nouvelle technologie. Moi, souvent, quand je fais les formations avec les élèves, je leur parle des télés. Je leur dis les télés qu'on a aujourd'hui à 500 €. Il y a 2 ans, elle en valait 3000. Ouais. Donc voilà, c'est une nouvelle technologie, ça évolue, ça va vite. Donc en fait, les coûts vont baisser. Et on va aller vers de plus en plus des batteries avec une meilleure autonomie. Et pour le coup... Le problème qu'on a, Lucas, c'est qu'en Martinique, je dis bien en Martinique, alors ça doit concerner la Guadeloupe et les îles en général, il n'y a aucun consommateur qui veut du véhicule électrique d'occasion. Ouais, et que aujourd'hui, quand tu as une voiture qui coûte presque neuve, c'est-à-dire un an, qui coûte donc 43 000 € encore à l'Argus, à la reprise c'est 8 000 €, et il n'y a aucun consommateur qui achète une voiture d'occasion électrique. Ça aussi, c'est un problème. C'est pour ça qu'on conseille aux particuliers en fait, de ne pas prendre ce risque-là et de laisser les concessionnaires prendre ce risque-là et donc passer par des locations longue durée. À tel point que, quand même, Lucas, à tel point que certains de personnes que j'ai croisées, simplement, à qui j'ai discuté, se sont dit finalement, comme j'arrive pas à vendre la voiture, je la garde et j'en achète une autre. Donc c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on double le problème. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a qu'un seul véhicule se retrouve avec 2 voitures, alors plus ou moins polluantes, mais voilà, c'est un peu catastrophique. Alors c'est minoritaire quand même, évidemment, mais bon, c'est pour l'anecdote. Je ne sais pas si on est réellement dans le sujet, je tente. Comment se passe le recyclage des véhicules électriques donc en Martinique? Il ne se passe pas. Donc il n'y a pas de filière de recyclage des véhicules électriques en Martinique. Donc c'est quelque chose qu'on va prendre en compte aussi dans l'analyse du cycle de vie et du taux de CO2. Parce qu'en fait, quand ces analyses-là sont faites, on considère que la Martinique, c'est la France. Donc c'est-à-dire que le transport de l'Hexagone à la Martinique n'est pas pris en compte. On considère qu'une fois quand il arrive en Martinique, c'est comme s'il était arrivé en France. Voilà. Donc il faut prendre en compte ce transport-là, et il faut également prendre en compte le retour des batteries. Et on vient de prendre quelques milliers d'euros là d'un coup là. Oui. En termes de durée de vie globale, et tout à fait. Ça devient un peu archaïque finalement, parce que à la fin, on va repolluer. Qui est perdant à la fin, qui est perdant à la fin. En fait, surtout qu'on a des objectifs de recyclage des batteries, donc qui devront être respectés. Ouais. Et après, si elles sont très bien recyclées dans l'Hexagone et qu'on peut réutiliser les matériaux, etc., pour en faire des nouvelles, ça peut rester intéressant. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Quels sont les nouveaux jobs qu'il faudrait créer ici en Martinique pour justement... Il y a toute une économie à créer. Il y a déjà la transition de l'économie déjà existante de tous les mécaniciens, ceux qui font l'entretien, etc. Bientôt, il faudrait qu'il y ait un électronicien par garage, ça c'est obligatoire. Et ensuite il y a tout l'écosystème autour des IRVE, donc des infrastructures de recharge. Donc où là on a vraiment plusieurs métiers possibles, donc les électriciens, mais ceux qui gèrent aussi la partie logicielle, la partie financière. Donc il y a tout un nouvel écosystème qui va se créer à ce niveau-là. Donc c'est quand même, il y a quand même ce côté positif de se dire qu'il y a peut-être des nouveaux emplois, il y a des jeunes là qui sont en formation ou qui sont à l'école et qui vont peut-être pouvoir aller dans de nouvelles filières. C'est une autre façon de voir un développement de la Martinique plutôt intéressante. Des informations sur l'actualité de l'AVER en ce moment? Il y a des choses qui se préparent?
Oui. Je pense qu'il y a des choses tout le temps, mais on fait des formations quotidiennement, donc le plus que possible avec, comme je vous ai dit, les étudiants, les élus acteurs locaux, les professionnels de l'immobilier. On va participer au salon de l'habitat. Oui, donc, salon de l'habitat, qui aura lieu aussi début décembre. Voilà. Donc là, l'idée, ce sera de montrer ce qu'on peut faire et également de faire des formations auprès des pros de l'immobilier, de les mobiliser à l'occasion de ce salon-là. Donc pour notamment leur faire parvenir les informations sur les nouveaux systèmes d'aide. On sait qu'il y aura des nouveaux financements pour les bailleurs sociaux, par exemple, sur l'installation d'infrastructures de recharge. Donc ça va être le but de la participation à ce salon. Alors, juste avant la publicité, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il fallait qu'on en parle un peu. Vous avez un gros travail à faire aussi, et vous le faites auprès des transporteurs, puisque c'est un secteur qui est très consommateur de CO2, de NOx, et vous êtes donc très, très à cheval aussi là-dessus, et vous discutez beaucoup avec eux. Oui, tout à fait. Donc les transports, que ce soit transport en commun ou transport de marchandises, il y a un impact qui est important. Donc nous, les préconisations qu'on fait pour l'instant sur ce type de transport lourd, ce serait plutôt de s'orienter vers de l'hydrogène. De l'hydrogène, voilà. C'est la solution la plus efficace pour l'instant. Tout à fait. Oui, parce que cette valse de camions entre Saint-Pierre et Fort-de-France, par exemple, ou le Lamentin, c'est vrai que... Bon, il y a aussi un problème de bruit qu'on n'a pas abordé, enfin il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, il y a un problème de tri de déchets, etc., parce que tout ça, ça rentre en compte dans la transition énergétique, mais on y reviendra, parce que vous serez de nouveau invités dans l'émission assez souvent, puisque en plus on se ressent, nous, sur notre métier de base, c'est-à-dire les experts automoto, on fera un peu plus de ce genre d'émission. Si vous êtes d'accord, on fait une pause publicitaire, et on se retrouve dans un tout petit moment, et on va parler avec Nicolas Aron d'un vrai problème qu'il y a eu en Martinique, avec... on va dire une sortie de route un peu fatale pour le distributeur BMW aux Antilles. C'est ça. À tout de suite, pas forcément, après la pub. Allez, ça marche. En direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Et merci d'applaudir encore une fois ce soir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Merci Eric Rouget, Nicolas Aron, et oui, je commence par les mecs. Vanille Le Mouliec, Andrea Tufano. Bah oui, mais le meilleur pour la fin. Ben voilà, pour une on va fois. voir comme ça. Yona, auquel on pense, qui viendra sans doute la semaine prochaine. Et puis Jimmy Turner, bientôt de retour. Et Léonore Théodos, qu'on retrouve aussi la semaine prochaine. Et surtout, merci à nos partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à gtmag.fr et encore une fois, merci à l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Merci à eux, franchement, de nous recevoir. On est trop bien dans ce nouveau arrobase magnifique de vert, de beige, moi je dirais ambiance tropicale, véritablement. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, on peut dire ça. Ambiance tropicale, véritablement. Caribéenne, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, ça nous change de ce qu'il y avait avant. Bah, il y a un temps pour tout, hein. C'est le temps du changement. Non, ça a été très bien fait. Ouais, franchement, c'est fait. cool. On y est très à l'aise. Et on mange très bien. Andrea, on mange très bien. Ah ben j'en doute pas. C'est le top des tops, vraiment. On a la chance d'être avec Lucas Niédu, qui est chargé de mission donc auprès de l'AVER, qui propose donc une mobilité durable et verte, c'est possible, d'ici à 2030 et 2035. On espère que les objectifs seront atteints. Et on compte sur vous, parce que c'est vous qui êtes à la manœuvre finalement. Localement, pour le coup, c'est vrai que l'association s'implique énormément, mais on a aussi tous les membres fondateurs et notamment l'ADEME aussi qui travaille beaucoup sur ce sujet. Bien sûr, l'ADEME, donc l'ADL. On a vu que la CTM, bien sûr, était concernée. On a EDF, vu le EDF, d'énergie, Martinique Transport, la Chambre de commerce et Contact Entreprise. Martinique Transport, pour lequel on aura sans doute des articles bientôt. Très bientôt. Voilà, avec Andrea. Donc, vous voyez, tout se rejoint, etc. EDF qu'on avait reçu dans l'émission, qu'on recevra encore, bien sûr, pour parler de tout ça. On se tourne vers Nicolas, on change un petit peu de sujet, si tu es d'accord Lucas, et on va vers un événement qui s'est produit quand même à Martinique, qui a choqué un petit peu, qui a sidéré, on va dire, les Antillais en général, parce que ça concerne la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy.
Et Saint-Martin. donc c'est la chute du distributeur BMW donc sur les Antilles. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? On voudrait comprendre. Ah là là, tremblement de terre, on s'y attendait pas forcément et pourtant c'est malheureusement arrivé. Donc tout a commencé en août 2024 avec le redressement judiciaire de AAM Martinique, Ambition Automobile Martinique, distributeur officiel entre autres des marques BMW et Mini Guadeloupe Martinique. Donc aujourd'hui, l'entreprise AM Martinique et l'entreprise AM Guadeloupe sont en liquidation judiciaire. Alors pour tout vous dire, juste C'est terrible. Pardon ? C'est terrible pour des marques comme ça, oui. prestigieuses, c'est terrible. Exactement. Donc est-ce que vous savez en quelle année est né BMW ? Ici en Martinique ou Non, il est né en Allemagne. non, Il est né tout court. Moi je sais, mais je me tais. mais tu sais toujours Trop tout. facile, C'est trop facile. Ouais, pareil. Alors, Mais c'est moi qui ai écrit. je vous donne un indice, JM était né. Alors ça c'est pas sympa. C'était l'âge de Bah pierre. 2016, hein, c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas si vieux alors. Non. 1916. Chacun jugera de l'âge de JM. Juste avant la Première Guerre mondiale, pardon. Et est-ce que vous saviez justement en 1916 que faisait initialement BMW ? Bon, ça c'est Les facile. avions. Exactement, d'où le Ah oui, logo bravo, Eric. qui rappelle l'hélice, les hélices d'un avion qui tourne. Alors, pour tout vous dire, avant l'émission, j'ai eu le privilège d'avoir... Ouais, c'est un scoop, hein. Ah oui, c'est un scoop. Hein. J'ai eu en direct Rudolf Sperl, qui était justement à l'initiative, qui était à la tête de la concession AAM Martinique et qui m'a... Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Les Tout trois. à fait. Il a commencé par acheter la Martinique, puis ensuite la Guadeloupe et Saint-Martin. 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 Saint-Barthélemy, pas Saint-Martin. Saint-Barthélemy. Ouais, Saint-Barthélemy. Bon. Non, pas Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc j'ai eu la chance de l'avoir On va se battre. en interview vers un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et donc il m'a donné sa version des faits. Donc pour resituer un petit peu, Rudolf Sperl a repris BMW en 2018 avec initialement tout le personnel en les maintenant dans les conditions que ceux-ci avaient, puisque la société à l'époque était déjà en difficulté, elle perdait beaucoup d'argent, et avec son arrivée à la tête de l'entreprise, il a réussi à remettre la société sur les bons rails dès la première année, donc en 2019. Premier souci, en 2020, le Covid, qui impacte lourdement la société. Puis Alors, problème... juste te coupe un instant, 2 secondes juste, hein, juste pour te dire, c'est vrai que peu importe le fond de l'histoire, enfin, moi m'intéresse que très peu, c'est malheureux ce qui arrive, quoi. Mhm. Mais c'est vrai qu'il a quand même, ce monsieur, pas eu trop de chance. Parce qu'au moment où tu rachètes une boîte à ce prix-là, bon, relativement cher, et tu tombes sur les 3 mois d'arrêt, plus 2 mois derrière, compliqué, donc ça fait 5 mois au total que tu prends dans les dents, alors que tu viens de racheter une société. Bon, ça c'est la base quand même. Hein. C'est ça, il a eu le problème Un souci. Covid, il a eu les soucis avec les faisceaux des véhicules qui étaient produits en Ukraine. Enfin bref, tout ça cumulé a fait que malheureusement la société en 2024 s'est retrouvée dans une situation délicate avec malheureusement la déclaration de l'entreprise en liquidation judiciaire et malheureusement 120 employés qui se retrouvent au Sur le chômage carreau. Bon, entre aujourd'hui. 80 et 120, on ne sait pas trop, mais entre 80 et 120. Ouais. Voilà, il paraît que bon. Voilà. Bon, avec une. Oui. Et du Eric. coup, ça touche aussi le monde de la moto, puisque BMW produit des motos. Et la meilleure vente de motos en France, c'est une C'est BMW. BMW. Alors pas en Martinique, mais en France, ouais. Par contre, l'autre problème que ça pose, c'est au niveau des consommateurs, puisque donc manifestement, il y a eu une saisie, on va dire, sur l'ensemble des véhicules présents sur les différents sites, et tous les gens qui avaient aussi versé des acomptes pour acheter des véhicules, donc parfois c'est 1 000 euros, parfois c'est 3 000, parfois c'est 10 000. Hein, et ben, tous ces gens-là se sont retrouvés marrons, hein, c'est-à-dire embêtés, quoi. Alors ce qui m'a expliqué effectivement, c'est que plus de cash, plus de possibilité d'acheter des véhicules auprès Ouais. du constructeur. Donc effectivement, là on est dans un espèce de flou. En attendant l'arrivée du prochain repreneur, il faut savoir, bon, c'est plus ou moins officiel. Alors on parlait du groupe Aubéry à une époque, et puis finalement le groupe Aubéry se serait retiré, a priori. Alors le groupe Aubéry, c'est ce qui peut se comprendre, a priori dans une logique économique, c'est retiré de l'appel d'offres qui avait été fait pour reprendre la concession BMW, puisque le BMW s'est prononcé quant à la remise de la carte du concessionnaire auprès du groupe Aubéry à partir du 1er mars 2025. Donc finalement, le groupe Aubéry n'avait pas forcément intérêt
de reprendre. Oui, le puis groupe surtout, c'est d'exploitation. une question de lieu, parce que donc, les informations que nous, on a sur gtmag.fr, c'est que BMW est bienvenu avec le groupe Aubéry pour visiter les sites de Martinique. Donc, quand on leur a proposé d'aller potentiellement à Centre Auto, donc BMW a refusé, puisqu'ils ne voulaient pas se marier avec d'autres marques, parce que donc Centre Auto fait partie du groupe Aubéry. D'accord. Donc, en Martinique, il y a donc Centre Auto et Peugeot Martinique, qui font partie du groupe Aubéry. Et ils ont visité Peugeot Martinique, et là, ils étaient d'accord potentiellement pour reprendre la place de Peugeot, qui est quand même assez bien placée, juste à côté de l'ancienne concession, on va dire BMW. Donc, mais là, Peugeot a dit non, évidemment. Donc, enfin, Aubéry a dit non, et c'est comme ça que Aubéry s'est retiré du marché aussi. Ça a fait partie de la décision de se retirer du marché. En sachant que, selon mes informations, le loyer qui est donc à payer à Blandin, aux établissements Blandin qui sont propriétaires des murs de BMW, c'est 53 000 euros par mois. Donc c'est énorme, c'est gigantissime. Donc il était hors de question pour Aubéry de reprendre les bâtiments. Donc il fallait absolument mettre BMW ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont visité Peugeot, qu'ils ont visité Centre Auto, et qu'ils ont dit non à Centre Auto et oui à Peugeot potentiellement. Alors, je ne te cache pas que j'ai une version T'as une version différente? Non, mais vas-y. un peu différente, mais bon. Vas-y. Alors, ce qui m'a été précisé, c'est que effectivement le groupe Aubéry s'est retiré 3 jours avant le jugement. Pour justement avant de passer devant la chambre de commerce pour savoir si Voilà. il y avait reprise ou pas. On avait dit d'ailleurs à l'époque, la proposition n'était pas suffisante. Le tribunal de commerce avait dit la proposition d'Aubéry n'est pas suffisante pour pouvoir reprendre correctement les 3 sociétés. C'est ça, parce que le groupe Aubéry proposait de reprendre donc pour la Martinique 25 salariés sur 43 et un fonds de commerce estimé à 10 000 euros. Quand on sait 10 001 euros pour être précis, quand on sait qu'il y a eu 8 millions quand même d'euros investis pour reprendre le groupe initialement. Donc compliqué. De conséquence, le groupe Aubéry donc a priori s'est retiré 3 jours avant le jugement qui aurait dû être pris et n'a finalement pas avancé dessous jusqu'à la future reprise. Alors le problème, c'est les clients. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les clients? Parce que bon, ok, tout ça c'est de la sauce interne, on va dire, et voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les clients? Ça, c'est une catastrophe pour eux. Très clairement, a priori pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. Il faudra attendre la reprise de BMW par le groupe Aubéry pour que les transactions puissent aller au bout. En tout cas, il y a des coups à faire dans peu de temps, là, si vous avez envie d'acheter une BMW électrique, parce qu'à un moment donné, tout ce qui a été saisi va être vendu, donc il faut rester à l'écoute. Enfin, je suis désolé de le dire, ça fait un peu vautour, mais c'est vrai que... Vendu ou saisi, parce que ça peut aussi retourner. Saisi et revendu par le commissaire-priseur. Et à un moment donné, tous les acquis... En Martinique en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Sur les 3 départements. Ce sont des véhicules qui ne reviennent pas sur le territoire dans l'Hexagone. Il y en a qui sont même pas arrivés, on ne sait même pas si finalement ils ont réellement été produits, on ne sait pas. Alors, écoutez, si on a des informations supplémentaires, on vous les donnera. Nous, on prépare des articles aussi sur cette affaire pour différentes raisons. On parlera de la genèse, surtout de l'achat de BMW. On essaiera de décrire avec Andrea sûrement comment l'ancienne direction donc avait racheté BMW. Donc on expliquera un petit peu tout ça. Donc voilà. Je me tourne vers Éric Rouget un moment. Lucas, rien à dire de spécial là-dessus, hein. T'es pas concerné finalement. Bon, est-ce que tu veux acheter une BMW électrique Non, pas tout de suite. Mais bon, c'est toujours malheureux de voir que, surtout lorsque des personnes se lancent pour essayer de se mettre en indépendant. Puis on a une pensée pour les salariés, quoi, qui sont sur le carreau. Les salariés, les clients. Je pense plus à on va dire à la sauce interne que vraiment ce qui s'est passé d'un point de vue direction, parce que ça aussi il y a les responsabilités propres qui ont été engagées et à un moment donné on récolte. Oui, il y a eu des soucis quand même, il y a une plainte qui a été déposée par des employés. Par contre, les dommages collatéraux, collatéraux, ça c'est autre chose, parce que le personnel, ça c'est un dommage collatéral. Bon, on verra, c'est une affaire à suivre. Nicolas, tu vas la suivre pour nous, comme ça tu nous diras si tu as des nouvelles, tu nous les donneras avec plaisir. L'actu est chaude, donc heure par heure. En tout cas, bravo pour avoir eu l'offre Superlo au téléphone, c'était pas facile, pas gagné, bravo, en tout cas c'est bien. On a eu quelques informations supplémentaires. Je me tourne vers Eric, donc justement, ou alors je me tourne plutôt vers Andrea. Avant, Eric, excuse-moi Eric. Puisqu'on parle d'échecs, on va continuer l'émission. Bah oui, on va continuer l'émission. Et d'ailleurs, je me tourne vers Lucas Niédu, parce que finalement, je me pose la question sur cette politique européenne des 2030-2035, si c'est pas
qui poussent aujourd'hui les entreprises à fermer certaines usines. C'est le cas, on va le voir avec une grande marque quand même, même si elle était à l'origine du Dieselgate. Oui, alors est-ce que vous savez de qui on parle? Je grande pense marque, que J'imagine Nicolas, Volkswagen. Et oui, exactement. Dieselgate, oui, on va dire que Volkswagen a été assez impactée parce qu'elle en est à l'origine en fait. Donc on se rend compte que Volkswagen va fermer malheureusement 3 usines en Allemagne. C'est eux qui l'annoncent. Et licencier des dizaines de milliers de personnes tout simplement pour une restructuration majeure. Vraiment majeure. Je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous avez ça dans les tuyaux, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué, surtout quand on voit une marque comme Volkswagen. Donc là, on parlait de BMW, donc c'est toujours assez impressionnant parce que bien évidemment, si on marque, sans dénigrer les marques, mais par exemple de BYD ou de d'autres véhicules de ce type de marque assez novice sur le marché, on se dit c'est nouveau, ils n'ont pas l'expérience, c'était que du financement, voilà. Mais quand on parle de Volkswagen, quand on parle de BMW, on se dit wow, si ça leur arrive, mais en fait on est à l'abri nulle part en fait. Ouais. Et puis là Nicolas, si tu es d'accord, Lucas, là on est spécifiquement devant le problème européen de la voiture électrique importée de Chine. On est face à une marque Volkswagen qui a misé quasiment la première derrière le Dieselgate sur la voiture électrique en pensant très bien faire, et d'ailleurs elle faisait pas mal. Donc elle est partie sur sa gamme ID de façon royale, vraiment de façon très forte. Buzz, etc. C'était vraiment... Voilà, avec une politique de prix tarifaire, c'est vrai, qui est quand même un peu particulière. Moi, je trouve que ces voitures sont très chères. Bon, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Et ils ont pris en pleine figure l'arrivée sur le marché de véhicules quasiment identiques en termes de qualité électrique, dans leur propre gamme, donc à des prix 30, 40, voire parfois 50% moins chers. Et là, patatras, c'est la catastrophe. Exact. On voit que les dirigeants sont incapables de prendre des décisions pour inverser la tendance. On garde une politique de prix haute. D'ailleurs, certains constructeurs français l'ont fait. Renault, Peugeot en particulier, et ils sont en train de revoir leur copie pour descendre le coût des véhicules. Et là, est-ce que vous savez de combien de personnes on parle en termes de licenciement? Alors, c'est à la louche, parce que forcément, ça, ce sont des chiffres officiels, on va dire, et prévisionnels. Donc... je sais ce qu'ils avaient annoncé. Ils avaient Alors, annoncé il y a quelques mois. Vous avez un ordre d'idée? 22 000. Ils avaient annoncé 20 000. Ah bon, voilà, je voulais faire un tour de table. Jean-Marc, tu m'as coupé. Ah pardon, je crois que tu parlais du chiffre, du nouveau chiffre. Je crois qu'il parlait du nouveau chiffre. Je réponds tout le temps. Pardon. Voilà, on n'est pas très loin parce que pour le moment, alors c'est plus de 20 000, donc oui, on ne saura pas exactement combien de personnes seront licenciées, mais on est autour de 20 000 employés. Donc si on fait le ratio quand même, c'est assez important. 20 000 employés? Oui, ça ferait... il me semble 1/5 de la population active de la Martinique. Oh, on a une calculette en face de nous, c'est génial, j'adore ça. Non mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment de l'ampleur, notamment sur les changements qui reflètent l'engagement de Volkswagen à recentrer ses opérations au niveau de l'industrie et de sa transformation rapide. Donc c'est vrai que le secteur automobile électrique, il refaçonne un petit peu justement ce secteur-là. Alors on peut parler de destruction créatrice, on en a parlé aussi la semaine dernière dans une autre thématique, avec notamment l'intelligence artificielle, à voir un petit peu comment cette électrification, on va dire, du secteur automobile va s'ancrer dans le futur, si ça va être réellement un point positif ou pas, parce que là on parle beaucoup de points positifs d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthique environnementale, si on peut dire ça comme ça, mais par contre d'un point de vue éthique humaine et restructuration humaine, économique, quand je parle d'humain, je parle beaucoup d'économie, il va falloir voir sur le long terme quel sera le coût justement de cette restructuration. Alors elle est nécessaire, on va pas se le mentir, mais à quel prix? Et comment ça sera fait aussi? Parce que c'est la manière entre le fond et la forme. Le fond est bon, la forme n'est peut-être pas forcément correcte. Les licenciements concernent vraiment la marque Volkswagen ou le groupe Volkswagen? Sur donc les autres, sur Audi. Et là, c'est la marque Volkswagen véritablement. C'est Volkswagen elle-même qui ferme 3 usines. C'est vraiment la marque. Donc ça ne va pas impacter les autres marques du groupe a priori. Ah bien si, je pense que forcément tout est lié quand on parle du groupe Volkswagen. Forcément, s'il y a 3 usines au sein d'une maison mère qui ferme, forcément il va y avoir également des répercussions au sein du groupe Volkswagen.
Mais on voit très bien comment la stratégie des marques a modifié finalement la qualité de résultat des entreprises. Stellantis qui a pas mal de soucis, elle a misé sur des accords avec des Chinois pour distribuer des voitures à bas prix. On l'a vu tout à l'heure ou dans l'autre émission, je ne me souviens plus. Il y a Renault qui a basé sur BYD à la fois BYD qui est le meilleur, on va dire, fabricant de batteries au monde. Donc ils ont misé sur BYD en mettant de l'argent sur la table et en disant on s'associe pour fabriquer des batteries avec vous. C'est la solution de Renault. Mais toutes les marques qui ont choisi de garder les prix hauts, c'est-à-dire conserver leur notoriété par le prix, dans l'électrique, quand elles sont passées dans l'électrique, elles ont pris un coup dans la figure. Même hors de l'électrique, même dans la moto. Mercedes compris. KTM, par exemple, va licencier aussi, restructurer. Bien sûr, KTM, bien sûr. Ça impacte vraiment tout le monde. Tout ça, c'est la faute à Lucas Niedu. C'est une plaisanterie, bien sûr. Oui, je suppose. Forcément, il y a une marge forcée vers ce développement durable qui se fait. Ce qui m'inquiète, Lucas, c'est que, tu es responsable en rien, je veux dire, encore une fois, on discute à bâton rompu. Ce qui m'inquiète, c'est que je crois que c'est le dernier marché qui était encore solide, le marché européen, beaucoup représenté par l'Allemagne, parce que, les voitures sont solides, sont efficaces, etc. Les Français derrière qui tirent leur épingle du jeu, Peugeot, Renault, qui ont fait des véhicules vraiment... ce marché-là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose qu'on a fait il y a quelques années, dans les années 70, avec la Syrie, qu'on a laissé tomber, qu'on a donné aux Allemands Il y a beaucoup de problématiques. Déjà, principalement, c'est difficile de dire à des constructeurs. Est-ce qu'il y a des réflexions à l'AVER ou à l'ADEME? Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'on aborde ce sujet des difficultés Sur le plan national, je pense que oui, il y a des réflexions. Sur le plan national, il doit y avoir. Après, c'est toujours pareil, il y a plusieurs problématiques. Pendant longtemps, on a mis les usines en Chine et du coup, forcément, ils se sont améliorés. Et maintenant, on est face à une concurrence qui est vraiment très, très, très compliquée à assumer pour les constructeurs européens. Là, il y a un vrai enjeu parce que sinon, on va perdre ce combat-là. Donc, je ne suis pas sûr que le fait de taxer énormément les véhicules chinois soit la solution. Il faut vraiment... De toute façon, il y aura un retour de bâton, les Chinois ont prévenu en plus. C'est ça. Donc je pense que la solution, ça passe aussi par une amélioration de nos gammes de véhicules en baissant les coûts au maximum. Pour reparler des Chinois, ça discute encore quand même dans l'Union européenne avec les Chinois pour essayer de tempérer tout ça et puis essayer de trouver des solutions. Vite fait, Eric, malheureusement, on a fracassé ta rubrique. On y reviendra. Mais j'y crois pas quand tu me dis qu'on vend de plus en plus de voitures en Europe et on en vend de moins en moins en France. C'est pas vrai ce que tu me dis. Et malheureusement, si c'est vrai, on vend de moins en moins de motos en France. Alors, pourquoi vend-on juste en France moins de motos que dans les autres pays européens? Je dirais peut-être la sensibilisation ou des campagnes de sensibilisation aux accidents de moto ou à une culture. En fait, ça vient forcément de quelque part parce que c'est pas la limitation de le vitesse pouvoir peut-être aussi. C'est pas le pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est... Le pouvoir d'achat y est pour beaucoup, puisque la moto n'est pas un produit essentiel, parce que c'est surtout un produit de substitution. Donc dès qu'on a un impact tu veux dire que celui qui roule une moto, il a déjà une voiture, c'est ça? Il a déjà une voiture. C'est très rare un motard qui n'a... À part les jeunes peut-être. J'aurais pensé davantage par rapport à une sensibilisation routière en France qui est quand même assez accrue maintenant. Une idée, Nicolas? Franchement, aucune. Vite, parce qu'il nous reste 3 minutes. Une petite question, c'est depuis quand? C'est cette année. Ok, c'est pas avec c'est sur le les contrôle premiers technique? trimestres. Le contrôle technique impacte les ventes, mais Oui, c'est mais ça, surtout finalement la météo. Ah. Parce qu'il a plu au printemps 46% en plus de précipitations en France. Bon, ça mais les conditions météorologiques cette année en France, elles ont été catastrophiques. C'était une aussi catastrophe. bien l'été que l'hiver. Ça a été plus le climat politique dans lequel on s'est trouvé avec la dissolution qui a aussi empêché les ventes. Un peu les gens ont entendu de voir ce qui allait se passer. Du coup, et puis, les ventes ont baissé. Bon, donc on est obligé, mais Lucas, quand même, c'est aussi un marché inquiétant finalement au niveau des constructeurs. Je me place au niveau des constructeurs parce que là, il n'y a aucune transition qui a été faite. On a fait de la moto électrique comme ça. D'ailleurs, c'est souvent des Chinois ou autres qui ont essayé de venir sans expérience sur la moto électrique. Mais les grandes marques n'ont pas fait leur transition électrique. Et les accords avec la Chine sur les fabrications des moteurs, etc., font que les constructeurs se sont un peu piégés aussi
comme l'a fait KTM. Bon, alors Kawasaki, Suzuki, Honda disparaissent en 2035, puisque ils n'ont pas fait leur transition énergétique, il n'y a pas de moteur thermique. Kawa, ils font pas d'électrique. Un petit peu. Kawasaki font de l'hydrogène. L'hydrogène aussi, ouais. Et quasiment tous les constructeurs vont sortir des modèles électriques. Après, on sait que forcément pour ce public-là, je pense que ça reste difficile parce que les conducteurs de moto en général. Il y a beaucoup de marques de motos électriques qui sont en train de couler justement parce que psychologiquement, les motards ne sont pas Vous étiez sur Maxi Martin, il faut s'arrêter parce qu'on est trop bavard. Vous étiez sur Maxi Martinique avec JM et sa bande. Oui, la bande à JM qui est de retour donc à l'arobase en simultané vidéo, je vais y arriver, sur gtmac.fr. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC 107.1, 107.3 FM diffusé sur Maxi Martinique. Elles et ils sont les plus sexy du paysage audiovisuel des Antilles. Merci à Andrea Tufano, on peut l'applaudir bien fort. Vanille Lemouliec, Éléonore Théodeuse, Yonan Amrit, mais aussi Eric Rouget, Nicolas Aron, Jimmy Tomer, bientôt de retour chez nous. Merci à JM de la bande à JM. Merci à Lucas Niedu, chargé de mission à la VR. Merci à lui, on peut l'applaudir bien fort. Il a assuré pendant 1 heure, on l'a harcelé. Mais il s'en est sorti quand même malgré tout. Merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel, Anti-Guyane, Speedy Martinique, l'Arobase, le restaurant Dîner Spectacle au Casino Batelière Plaza et son chef de cuisine Alain Trénois. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes qui nous reçoivent dans ce lieu magique où presque chaque soir il y a un dîner spectacle. Renseignez-vous sur le site www.casinobateliereplaza.com. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC 107.1 et 107.3 FM, mais surtout le week-end, tout le sport en live. Ensuite, dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie de Moscato Show entre les deux, JM de la bande JM avec son instant auto. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, ciao.